Vous écoutez Salut Week-end, c'est le moment de la politique internationale et autant dire qu'il y a une nouvelle à l'international. Benoît Lapierre est avec nous. Salut Benoît. Bonjour Louis-Philippe. Les images qu'on voit en ce moment de l'Ukraine, c'est quelque chose, ça frappe, c'est fort. On s'en est parlé par courriel un peu plus tôt cette semaine, là, je le dis, mais il n'y avait pas de guerre dans ce temps-là. La situation avance tellement vite. Je vais te poser la question que tout le monde se pose en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une opération militaire d'envergure, vraiment de très grande envergure que aucun analyste avait vraiment prévu à ce point-là, afin de, selon les mots de Vladimir Poutine, démilitariser l'Ukraine et dénazifier l'Ukraine. On s'est rendu compte que Vladimir Poutine a vraiment décidé de faire bouger les lignes sur le dossier ukrainien, sur le dossier de l'Ukraine dans l'OTAN, et que lors d'un discours qui a quand même duré 1 heure et un autre discours le lendemain d'une bonne demi-heure, où il a vraiment expliqué toutes les raisons qui le poussaient à prendre ces actions-là en ce moment. Là, qu'est-ce qu'on peut voir pour l'instant? Des analystes pensaient qu'il allait avoir peut-être un conflit plus ciblé dans la région du Donbass. Oui, les gros de l'opération, c'est dans ce coin-là, mais on a vu qu'il y a eu des troupes russes qui ont quand même fait des opérations dans les environs de Kiev, à Odessa, à Kharkov. C'est vraiment plus juste un conflit délimité dans une petite région de l'Ukraine. Ce serait vraiment l'entièreté de l'Ukraine qui serait sous feu russe en ce moment. C'est quoi la conclusion probable de cette, on va l'appeler, opération militaire, là? La conclusion probable, ça, faut vraiment avoir une boule de cristal pour dire ça. Toutefois, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire, c'est que on dirait que les Russes sont vraiment déterminés à faire valoir leur point, comme quoi que, le dossier du Donbass devait être réglé. Selon Vladimir Poutine, lui, qui a laissé pendant 8 ans le temps de la diplomatie essayer de régler le problème, ça n'a pas arrivé et que, justement, le chef du Kremlin, cette année, et que là, il va avec toutes les forces vives de son armée afin de pouvoir régler ce conflit-là. Les points que Vladimir Poutine essaie de pousser là-dedans, c'est vraiment s'arranger ou s'assurer que l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN. Donc, d'un côté, je crois que ça, c'est vraiment un des points que Vladimir Poutine ne voudra pas lâcher et que lorsque les choses vont se calmer, ça va faire partie des points à l'ordre du jour d'un dossier qu'il va falloir régler de façon permanente afin de pouvoir, on va dire ça en guillemets, de pouvoir repartir sur des bases saines après, si c'est possible. Est-ce que l'Ukraine s'en sort en étant un pays souverain à la fin de cette mission-là, ou est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une Russie qui agrandit ses frontières, ou encore que l'Ukraine se ramasse avec ce qu'on appelle un gouvernement fantoche? Comment on pourrait dire? C'est encore à prendre avec... On le sait pas, là, c'est ça. Là. On le sait pas, parce que là, après ça, peut-être que l'OTAN décide d'y aller vraiment plus physiquement dans le dossier. Toutefois, je crois que c'est quand même raisonnable de penser que la région du Donbass est perdue pour l'Ukraine. Maintenant que Vladimir Poutine a reconnu la souveraineté et l'indépendance de ces deux régions-là et même déjà signé des accords mutuels, on peut vraiment penser raisonnablement que ces deux régions-là sont perdues pour Kiev et ça pour un bon bout de temps. Ces régions-là, c'est encore de la spéculation, mais il y aurait des fortes chances que ça va finir comme en Géorgie avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, où c'est des gouvernements fantoches à la botte de la Russie, mais qu'il y aurait un statut indépendant et qui serait défendu par la Russie. Et donc, justement, après ça, peut-être que ces régions-là vont être rendues comme dans un vide juridique international où ils sont capables de gérer leurs choses dans leur coin, mais que la très, très vaste majorité de la communauté internationale vont pas les reconnaître. Donc, après ça, ça va être justement un no man's land juridique aux frontières de l'Ukraine. Lundi, l'Europe n'était pas encore en guerre. Cette semaine, quand Biden a dit que les États-Unis allaient protéger les membres de l'OTAN, chose que l'Ukraine officiellement n'est pas, c'était tout ça le feu vert que Poutine attendait? Ça se pourrait bien, parce que justement, ça, on revient avec son discours que Vladimir Poutine a fait quelques heures avant de lancer les opérations militaires. C'était vraiment un des dossiers. Pour les Russes, l'avancement de l'OTAN, c'était une menace. On peut penser que c'est légitime ou pas, mais eux, dans leur perspective, c'est vraiment une menace. Et ils l'ont dit depuis des années. Ça ne date pas de Vladimir Poutine, ça ne date pas non plus de Boris Yeltsin, ça date de Gorbatchev, l'ancien chef de l'URSS, qui avait demandé, lors du démantèlement de l'URSS, de faire promettre que l'OTAN n'allait pas avancer. Suite à ça, il y a eu diverses périodes où l'OTAN a avancé. Maintenant, avec les pays baltes, on a une frontière commune avec la Russie. C'est quelque chose que tous les présidents russes ont dénoncé à travers le temps. Et lors de son discours, Vladimir Poutine a vraiment dit que
c'est une mesure légitime et qui n'a pas l'impression d'être pris au sérieux ou que justement les inquiétudes russes sont pas prises au sérieux sur ce dossier-là. Et on peut penser qu'est-ce qu'on veut de la Russie, mais eux se voient encore comme une puissance majeure à l'international dont les opinions doivent être prises en compte. On peut être d'accord avec ça ou pas, on peut penser que c'est une puissance régionale, mais eux, dans leur perspective, ils croient qu'au moins leurs revendications doivent être prises en compte. Et malheureusement pour nous, on voit que la Russie a encore la puissance militaire nécessaire afin de faire avancer ses points là-dessus. Ça va faire quand même un bon 2 mois qu'il y a de l'escalade verbale dans ce dossier-là. Et on dirait vraiment que justement c'est quelque chose qui arrivait quand même à chaque 6 mois où le dossier ukrainien revenait en tête, mais ça avait l'air, cette fois-là, ça a vraiment l'air d'être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a beaucoup de manifestations en Russie en ce moment. Je pense que c'est quelque chose comme 350 arrestations hier à Moscou, qui sont évidemment contre la guerre. Ça change-tu quelque chose pour Vladimir, ça? Moi, j'ai vu à date qu'il y aurait 1700 arrestations et qu'il y aurait eu des manifestations dans 35 grosses villes de la Russie. Honnêtement, je crois qu'il y a personne qui est du côté russe ou du côté ukrainien, à part les excités un petit peu lunatiques, il y a personne qui est content qu'il y ait une guerre. Les messages que j'ai vus, même dans les journalistes russes, dans la télévision russe, sont pas contents de la situation. Il y en a qui sont plus résignés que d'autres, mais non, c'est clair que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Ça montre que la diplomatie internationale a échoué dans ce dossier-là, a échoué à essayer de ménager la chèvre et le chou du côté ukrainien et du côté russe. Et c'est clair que, justement, en Russie, ou comme dans n'importe quel pays, l'opinion publique, c'est pas un bloc monolithique, il y a vraiment un éventail d'opinions politiques, et ben justement, il y en a beaucoup dans ce lot-là qui souhaitaient pas une guerre ou qui souhaitaient pas un conflit ouvert, qui souhaiteraient avoir des bonnes relations avec le pays, parce que aussi, il faut savoir que pendant 300 ans, ces peuples-là, c'était la même entité politique. Donc, il y a des familles des deux côtés, des oncles, des tantes, des frères, des amis qui ont été séparés après ça par la chute de l'URSS. Il y a des familles des deux côtés et après ça, quand on voit que les personnes chères se trouvent au milieu d'un feu, d'une guerre entre peuples frères, c'est clair que c'est pas tout le monde qui est content avec ça. Pour terminer rapidement, là, les rumeurs que la Chine regarderait ça et après ça se met à zioter Taïwan, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait comme ouvrir la porte à une intervention similaire du côté de Taïwan par la Chine aussi? Si je serais Xi Jinping en ce moment et que je voudrais régler le dossier de Taïwan, ce serait sûrement le moment idéal pour le faire. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'attention internationale est focusée sur l'Ukraine en ce moment. Et deuxièmement, c'est parce que quand on regarde la position des dirigeants mondiaux en ce moment, on voit que c'est difficile d'avoir une meilleure combinaison là-dessus. Je vais m'expliquer un petit peu. Quand on regarde la France avec Emmanuel Macron qui s'en va en élection, plus que l'élection se rapproche, moins qu'un président a une légitimité à faire des gros coups d'éclat à quelques jours d'une autre élection. On pourrait se rappeler en 2008 avec la Géorgie, George Bush qui était en fin de mandat, qui s'en allait, donc justement, t'as plus la légitimité d'aller en avant. Il y a Joe Biden, on peut le préférer à Trump, mais on peut dire aussi qu'il a l'air un peu dépassé par les événements, aussi à cause de la politique intérieure dans son pays, grosse inflation, un taux d'approbation quand même assez bas. En Allemagne, c'est une nouvelle chancelière qui est là depuis peu, donc elle n'a pas encore pris ses airs. Après ça, au Canada, on vient de sortir d'une crise politique à Ottawa avec les camionneurs. Si on regarde plus en général, il y a eu 2 ans de pandémie où ce que les démocraties sont essoufflées, des mesures qui ont été prises à cause de ça. Et après ça, il y a le côté économique aussi. Quand on fait le tableau complet, on voit que pour un dirigeant qui voudrait faire un coup d'éclat, ce serait le moment de le faire. Et justement, j'ai vu passer dans les journaux comme quoi que depuis l'intervention russe en Ukraine, il y a de plus en plus d'avions qui survolent le ciel de Taïwan en ce moment. On dirait peut-être que pour voir la réaction de Taïwan face à ce genre d'incursion-là. Donc, ce serait difficile à savoir. Mais une autre chose, juste pour finir, c'est qu'on l'a vu. Le fait que la Russie attaque l'Ukraine, ça l'a montré que on peut quand même attaquer un pays en ce moment et que les démocraties occidentales vont pas trop bouger. Oui, ça va faire des sanctions économiques, mais ça n'empêche pas les chars russes d'avancer en ce moment. Donc là, on voit que
être Xi Jinping, on pourrait penser que oui, il va y avoir des sanctions économiques, oui, ça va râler dans les chaumières ici en Occident, mais qu'en fin du compte, il n'y aura personne pour s'opposer physiquement à ce genre d'intervention-là. Et ça, c'est malheureusement, ça laisse quand même une porte ouverte pour pouvoir faire ce genre d'opération-là si on le désire. Mais écoute, moi, 26 ans, 27 ans maintenant, j'ai jamais vécu la guerre froide, fait que merveilleux. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, bonne semaine. On va probablement s'en reparler la semaine prochaine. J'ai comme l'impression, on verra ce qui se passe, là, mais... J'ai pas l'impression que ça va être fini. Dans une semaine, le dossier sera encore d'actualité. On s'en reparle. Merci beaucoup, Benoît. Merci, au revoir.